Bienvenue à la 4e collab Cybercitoyen et Polysécure. Je suis avec Catherine et Sam. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Un peu fatigué du Nordtech, mais très bien. Oui, ça va bien. Justement, Nordtech. On va commencer par ça, un peu votre appréciation générale, les conférences que vous avez vues, c'est des choses notables que vous devriez mentionner en début d'épisode. Ben, pour moi, Nordtech, c'est toujours, je réalise, c'est pas ma conférence préférée, là, une de mes préférées dans l'écosystème de celles que j'ai pu aller. Je suis jamais allée à celle de Secure à Québec encore. Fait que je peux plus me bâtir une opinion sur celle-là en particulier. Mais de celle que je suis allée pour l'instant, c'est ma préf. Juste de parce que je trouve que, ben, déjà, les gens qui sont là, je trouve que c'est des gens, la communauté est super accueillante. Je me suis jamais sentie là pas à ma place, même si je suis pas nécessairement là, l'audience cible typique de ce genre de conférence-là. Toujours du plaisir à aller modder ma badge, aller faire de la soudure. C'est toujours un truc que chaque année, j'ai l'impression que je suis prête à me partir un hobby de soudure puis une équipe au grand complet. C'est toujours le fun d'apprendre à gosser sur des choses qui sont peut-être un peu en dehors, mettons, de mon champ d'expertise. Puis les conférences sont toujours quand même intéressantes, riches, diversifiées. Puis ça fait vraiment, en fait, comme des gens de la communauté qui veulent partager avec cœur, en fait, des trucs à d'autres gens de la communauté. Versus, je trouve que d'autres conférences, que des fois, ça tombe un peu dans cette conférence est sponsorisée par, puis ça sonne un peu trop sponsorisé par des choses à l'occasion. J'ai l'impression que c'est plus vrai Nordsec dans ce que j'ai. Puis ben, dans le CTF qui est toujours... Bon, c'est sûr que je peux pas faire grand-chose dans le CTF concrètement. Je suis quand même très limitée dans où est-ce que je peux aller, mais toujours le fun à explorer puis à apprendre de nouvelles choses. Pour moi, c'est toujours un gros coup de cœur. Sam? Oui, ben c'était très le fun. Je pense que la première jour, j'étais comme moins dedans. Je pense que j'étais arrivé fatigué. Fait que j'étais comme un peu moins enthousiaste. Encore une fois, aussi la soudure. Puis merci Catherine de m'avoir aidé parce que j'avais de la misère avec mon deuxième. Là, puis j'étais un peu en train de me décourager. Puis, mais non, Catherine m'a aidé à souder mes pinouches qui restaient. Fait que non, je pense la même chose que toi. Là, les conférences sont quand même assez variées. Autant que tu as des bouts extrêmement techniques, d'autres choses un peu plus gouvernance ou un peu plus générales. Je trouve ça quand même le fun. Par exemple, il y avait c'était un chercheur, je pense qu'il fait un doctorat à l'Université de Montréal, si je me trompe pas, qui est venu comme présenter ses données. Fait que, aussi d'avoir comme que dans une conférence de cybersécurité que tu as des académiques qui viennent comme présenter des résultats de leur recherche pour la première fois, avant même, c'est quand même trippant, là, tu vois ça dans des conférences scientifiques habituellement, puis là, de pouvoir l'amener là. Puis c'était super intéressant. Fait que, oui, j'ai bien aimé ça. Ouais, c'est toujours chouette. Oui. Oh. Oui, pardon. Je demandais la conférence coup de cœur à Sam. À part la mienne. Oui, la tienne, bien sûr. Mais qui était excellente, là. Puis, honnêtement, c'était vraiment, vraiment très bon. Puis, je sais pas, il y en a quand même plusieurs. Celle que j'ai parlé justement sur les phishing, j'ai trouvé intéressante parce que ça répondait quand même à des questions qu'on se pose souvent là, sur pourquoi nos affaires marchent pas, pourquoi est-ce que les gens cliquent, etc. Puis je trouvais que c'était vraiment une attitude, premièrement, très non jugeante. Comme il s'intéressait d'ailleurs pas aux individus qui cliquent parce qu'il dit c'est pas ça l'objectif. Mais c'était vraiment sur c'est quoi le taux après une formation, après combien de temps est-ce que, comme par exemple, ton risque augmente beaucoup parce que ça diminue tout de suite, comme. Puis ça montrait aussi que tu ne fais jamais arriver à un résultat à 100%. C'est comme 5 minutes après une présentation, une formation sur le phishing, tu avais comme 0,3% des gens qui cliquaient pareil. Fait que, la personne qui va cliquer pareil, elle va cliquer pareil, peu importe ce que tu fais. Fait que, à un moment donné, tu arrêtes de stresser avec ça, puis tu mets en place d'autres affaires. Puis l'autre affaire que j'ai trouvé fascinant, c'est que dans ces données, c'est que tout le monde cliquait le lundi quand il arrivait au travail. Parce qu'il y avait comme des boîtes pleines. Puis là, tu as comme, je sais pas moi, combien de courriels à passer rapidement avant de commencer ta journée. Fait que là, il y a peut-être plus des trucs organisationnels à faire pour se dire, est-ce qu'on devrait repousser les meetings un peu plus tard le lundi matin? Est-ce qu'on devrait empêcher justement les courriels de fin de semaine de rentrer puis qui rentrent plus tard? Ou en tout cas, il y a comme des choses organisées. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même le fun d'avoir, cette approche comme basée sur des données, basée sur de la science, là, pour essayer de comprendre, puis sans taper sur les gens qui font des erreurs. Là. Oui, ça, c'est important de ne pas taper sur les gens qui font des erreurs. Là.
Puis c'est un drôle de problème, le phishing. Là. Je trouve ça intéressant qu'on l'aborde de façon non agressante, cet élément-là, et qu'on puisse commencer à peut-être infuser dans le domaine. Puis le Nautic est probablement une belle plateforme pour ça, parce que c'est des gens un peu plus techniques qui sont là. Et les gens techniques arrêtent de dire que les humains sont pas bons, puis qu'on migre tranquillement vers une compréhension que c'est nous, comme gens plus techniques, de donner des moyens pour pas que les gens tombent dans les pièges, et non de dire que les gens sont pas bons parce qu'on va dans des pièges. C'est une approche comme ça. Puis je suis un groupe de recherche en France qui fait exactement ça aussi, qui analyse les effets cognitifs, l'épuisement et tout ce que ça comporte comme étant des moyens, des façons. Et les attaquants le savent. Hein. Fait que, c'est, clairement, eux autres, eux autres, ils s'en foutent que les humains sont pas bons. Et ils l'utilisent beaucoup. Et ils savent que les gens techniques ne font aucun effort pour mettre des barrières pour empêcher ça. Donc, all-in, ils frappent quand les gens sont cognitivement épuisés, fin de journée, début du matin, lundi matin, et ainsi de suite. C'est des stratégies marketing, hein, à la limite. Mais oui, le gars, j'envoyais des infolettres dans une autre vie en marketing, c'était les mêmes chez moi. C'était comme, si on veut que les gens cliquent, les gens, ils aiment ça prétendre travailler à certains moments de la journée, fait qu'ils vont jouer dans leur courriel, fait qu'un infolette pour magasiner, c'est idéal à ce moment-là. C'était connu, là, 100%. Voilà. Bref, faut trouver une façon de détecter les courriels qui, eux, sont pas des courriels de marketing, mais des courriels malicieux, justement, pour réduire cette incidence-là. Est-ce qu'il justement, il en parle en conférence où il faisait juste donner des stats et d'être gentil avec les humains? C'est beaucoup plus sur les stats, puis c'est un peu plus de dire, on sait que, tu sais, par exemple, sur la question de à quelle fréquence est-ce qu'il faut former les gens, mais ça dépend de ton appétit pour le risque. Fait que, on sait qu'après 6 mois, c'est presque 0. Mais si toi, tu dis, je suis correct, je peux attendre jusqu'à ce que ça tombe à 0, tu fais tes formations 6 mois, ou aux années, je pense que c'était 0. Tu avais comme un gros drop-off après 3 mois. Fait que peut-être que si toi, tu es dans une entreprise que l'appétit du risque est vraiment pas élevé, peut-être qu'il faut que tu le fasses aux 3 mois. Mais en même temps, ce qu'il disait, le plus que tu fais des formations, pendant que tu formes, les gens ne travaillent pas. Ils font pas ce qu'ils sont supposés faire. Puis 2, il y a aussi un effet d'écœurement. Il donnait l'exemple justement du mois de la cybersécurité, là, où tout le monde fait. Ouais. Fait que là, il y a vraiment une diminution des gens qui cliquent sur les phishing pendant ce mois-là, parce que tout le monde a ça comme en tête, mais il y a aussi une diminution des courriels de phishing qui sont rapportés à la sécurité. Fait que c'est un peu comme, on clique moins, mais en même temps, on est écœuré, fait qu'on le dit pas non plus quand on envoie. T'sais. Fait qu'il y a comme mais assez rapidement, après le mois, ça revient à son niveau de base. Fait qu'il y a comme une notion que entre avoir quelque chose en tête puis l'apprendre, c'est pas la même affaire. On peut avoir quelque chose en tête pendant une période et pas nécessairement l'avoir acquis, que ça devienne comme une habitude. Là. Mais ça m'étonne pas parce qu'en sensibilisation aussi, là, de façon générale, là, pas juste, mettons, sensibilisation à la cybersécurité, si tu fais des campagnes là, de marketing plus sensibilisation, il y a un effet de fatigue, en fait, de sensibilisation. Puis, la notion de toujours parler de catastrophe, puis ça va mal, puis oh my God, si tu conduis au volant, les gens vont mourir partout, puis avoir des trucs un peu chocs, un peu dramatiques tout le temps. Ça fait que les gens, en fait, émotionnellement, c'est comme un système de breaker. Parce que si tu triggers trop souvent l'émotion, le breaker fait juste sauter, puis le courant passe plus. Point. Les gens font juste se déconnecter, se désengager face au contenu. Fait que ça m'étonne pas, justement, cet effet-là que mois d'octobre, tous les jours, il y a des trucs qui rentrent dans ton courriel pour te parler de la cybersécurité, c'est too much. Puis les gens font juste zone out, en fait. Ça devient du bruit. Puis les gens font juste zone out. Ça me surprenait vraiment pas comme constat, là. En plus, il faut que tu t'inquiètes du juice jacking pendant le mois d'octobre. Puis des fausses affaires qui reviennent nous faire peur plus tard. Ouais, c'est très compliqué. Puis je sais pas pourquoi là, on a cette impression que les gens vont changer d'habitude facilement. Le réel, les gens changent très lentement d'habitude. Et on a un exemple en médecine qui est celui-là, que ça a pris énormément de temps avec les médecins systématiquement se lavent les mains. Et c'est fascinant quand on dit ça. Pourtant, c'est des gens qui ont étudié tout ça. Et c'est des changements qui ont été très longs à rentrer dans les habitudes des médecins. Ce genre de choses-là. Et pourtant, les statistiques étaient là, c'était catastrophique, tout ça. Puis ça a pris énormément de temps parce qu'ils sont résistants au changement comme n'importe quel autre humain. On est résistant au changement. Puis on oublie
cette résistance-là, puis on pense que si on pousse plus fort, ça va aller mieux. Et ça fait un lien. Puis ça, j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai vu une vidéo qui expliquait ça il n'y a pas longtemps. En Australie, ils ont fait une campagne de sensibilisation pour les gens qui prenaient des risques sur les voies ferrées avec le vidéo Dumb Way to Die, ou la chanson, qui est devenue virale, qui est devenue des remixes, qui est devenu tout et n'importe quoi, des jeux vidéo et tout. Et ça a eu une diminution réelle sur l'effet des risques que les gens prenaient autour des voies ferrées, donc qui menaient souvent à la mort. Donc ça a été une stratégie qui a été faite, qui a fonctionné parce que c'était ludique. Ça riait des choses parce que ça donne vraiment plusieurs façons un peu imbéciles de mourir. Fait que c'est drôle, mais en même temps, tu ne peux pas te retrouver dans ce rôle-là, tu ne veux pas être l'imbécile, donc ça a un peu tout ça amené réuni, en fait, que ça l'a mené à des changements réels. Mais on dit ça, mais je suis pas sûr que si on répliquait cette campagne-là, que ça aurait le même effet de désensibilisation qu'à terme, on arrêterait de s'y intéresser. Mais bref, faut être imaginatif. Le changement, c'est difficile. C'est très, très tough. Et bon, bref, faut en parler et sensibiliser les gens que c'est tough. For sure. Puis sinon, ton impression à toi sur Nordsec cette année, ça avait l'air de quoi? Moi, je suis là principalement pour parler aux gens. C'est pour moi une occasion de croiser, puis notamment vous deux. On se voit pas très, très souvent. Fait que c'est une des occasions de se voir, de jaser, de mettre nouvelles à jour. C'est principalement ça que je fais au Nordsec. Et accessoirement, j'enregistre des podcasts. Mais c'est l'élément que je fais. Puis je reviens sur le Vibe que tu mentionnais. C'est agréable. C'est un des événements les plus inclusifs qui m'est à donner de voir. Tout continent confondu, toute ville confondue. Ce degré d'inclusion-là, il est très rare. Il est même, à mon sens, remarquable. Et ça donne un vibe et une couleur à l'événement qui est très intéressante. C'est le seul événement que j'ai senti qui était proche de ça, c'est le Blue Team Con à Chicago, qui s'y rapproche, puis qui a des valeurs qui se rapprochent de celles que j'ai vues du Nordsec. Mais c'est des questions de valeurs du comité organisateur, puis c'est vraiment propagé comme ça. Je trouve ça très intéressant. Fait que oui, le Nordsec, pour moi, c'est comme une détente, puis d'aller prendre une, deux bières avec des gens avec qui ça fait longtemps que j'ai pas vu, puis discuter, puis des choses comme ça. Fait que c'est toujours un événement très agréable. Ça, plus, on a fait un panel cette année, qui était, je pense, overall, le meilleur panel qu'on a fait au Nordsec ever. Ça a été le mieux organisé. Puis ça, je remercie les organisateurs justement d'avoir migré vers la salle principale, ce qui a donné l'occasion d'avoir une discussion avec des personnes très intéressantes devant le public. Fait que c'est ça mon appréciation générale. J'ai pas fait de CTF parce que je suis plus là. C'est plus mon univers depuis trop longtemps. Ça serait comme le vieux mononcle là, qui est gênant, là, qui essaie de jouer dans des affaires qui n'ont pas d'affaires là. Fait que je suis plus là. Je vais juste je suis pas à ma place. Mais c'était vraiment le fun cette année. Le thème, c'était un peu comme un bateau de croisière. Puis il y avait un casino. Puis il y avait une partie qui était en fait là, d'aller jouer avec la machine de casino, voir. Dans le fond, notre badge s'insérait dans la machine, avait des crédits dessus qui étaient renouvelables, là, qu'on pouvait jouer un peu à l'infini. Puis il fallait comme jouer avec la machine puis manipuler pour potentiellement trouver des flags. C'était très le fun. Là. C'est sûr que je sais qu'il y avait éventuellement un moyen où est-ce qu'on pouvait comme aller chercher le code de la machine puis le mettre sur son ordinateur puis jouer avec. Mais rendu là, il était l'heure d'aller me coucher. Ça s'est pas mal terminé pour moi. Mais c'est super le fun. C'est toujours agréable. Je trouve qu'il y a toujours des défis qui sont un petit peu plus en mode puzzle aussi, qui sont le fun pour les gens qui sont peut-être un peu moins en mode en train de se coder quelque chose en Python là, sur son ordinateur tranquille pour essayer de faire avancer les choses. Toujours le fun, effectivement. Basculons vers des plus vraies nouvelles. Commençons par celle de Storm 1516, le mode opératoire russe. Sam. Oui, c'est un rapport qui a été publié par Viginum, fait que c'est une agence là, sous le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale en France. Puis c'est comme un organisme qui s'occupe principalement là, de vigilance numérique, donc de surveiller les tentatives d'ingérence étrangère en France. Ils ont sorti des études dans le passé. Je pense que Catherine avait déjà parlé de celle sur l'influence dans les élections en Roumanie, que Viginum avait fait un rapport là-dessus. Puis récemment, ils ont parlé de justement Storm 1516,
qui est une opération d'influence qui aurait commencé au mois d'août 2023. Puis Vigilum a répertorié 77 opérations. Puis là, il rentre un peu dans les détails de comment ces opérations-là fonctionnent. Puis le rapport est hallucinant. Il est vraiment, vraiment bien fait. Puis c'est ça. L'objectif principal de ces campagnes-là, c'est discréditer le gouvernement ukrainien. La plupart des campagnes, là, c'était pour taper sur Zelensky et son gouvernement. Tu avais aussi plusieurs opérations pour dénigrer l'opposition russe, les gouvernements occidentaux. Puis ils ont découvert une vingtaine d'opérations qui visaient des élections, les élections européennes, les dernières élections en France, législatives, les élections aux États-Unis en 2024 et aussi les dernières élections présidentielles en Allemagne là, en début 2025. Storm 15, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont produire des vidéos, ils vont produire des montages, ils vont produire toutes sortes de contenus, beaucoup basés sur du vidéo. Puis, ce qui est vraiment le plus intéressant, je trouve, dans ce rapport-là, c'est un peu ce qu'on appelle le schéma de diffusion, parce qu'il explique comment ces fake news-là, ces campagnes-là sont un peu déployées. Donc, il parle d'abord de la planification, ça c'est un peu logique, là, les gens, ça doit être une job quand même le fun, tu écris le script, puis c'est toi qui, faut que tu trouves un narratif intéressant, tu recrutes des acteurs, des actrices, tu génères des deepfakes, tu fais des montages vidéo, puis tout ça, puis là, tu prépares ton stock. Puis là, ce qu'il y avait, c'est la primo-diffusion. Puis en annexe, ils ont comme les 77 campagnes, puis ils ont la primo-diffusion. Fait que c'est qui a comme lancé la balle en premier, c'est où est-ce qu'on trouve là, les premières traces de cette histoire-là. Puis ce qu'ils disent, c'est que la plupart, c'était des comptes jetables. Fait que c'était comme un compte sur un réseau social, que ce soit X, que ce soit YouTube, etc. Puis souvent, c'était des gens qui prenaient l'apparence de lanceurs d'alerte ou de journalistes pigistes ou de une personne un peu obscure qui va dire « Ah, j'ai appris que la mère à Zelensky a acheté un terrain pour 5 millions en Égypte. » Puis là, tu as comme un journaliste égyptien qui raconte ça, que lui a découvert que la mère à Zelensky avait dépensé 5 millions pour, sur le bord de la mer, puis tout ça. Ensuite, une fois que tu as ces sites-là de primo-diffusion, tu as ce qu'ils appelait le blanchiment de ces histoires-là. Fait qu'à ce moment-là, souvent, ça avait été repris par des médias étrangers, mais rémunérés. Fait que là, tu avais des journaux un peu partout qui, souvent comme en Afrique, en Asie, qui étaient payés pour relayer les nouvelles. Fait que là, tu avais genre Dakar Times ou, là, j'invente un nom, là, mais qui allaient reprendre ces nouvelles-là, faire des articles. Puis, selon le rapport, là, ces journaux-là sont payés pour relayer ces nouvelles-là. Puis, tu as aussi des comptes sur les réseaux sociaux, soit de personnes pro-russes, soit d'influenceurs, par exemple pro-MAGA aux États-Unis, ou différents gens qui sont à ce moment-là rémunérés eux aussi pour relayer l'image. Puis l'idée de cette étape-là, c'est d'essayer qu'on ne puisse pas voir que la nouvelle vient d'une opération russe. C'est d'essayer de rendre ça comme si ça venait organiquement là, d'un endroit autre. Après ça, tu avais la phase 4 qui était l'amplification. Fait que là, c'est d'essayer de faire mousser ces histoires-là. Fait que là, tu as tout un réseau. Puis ça, c'est tout un autre sujet, là, mais Copycop, là, ça a été créé par un ancien flic américain qui s'est poussé en Russie. Je ne sais plus pourquoi il était recherché aux États-Unis. Là, en tout cas, il s'est poussé en Russie. Puis là, il y a comme tout un réseau de faux sites de nouvelles. Fait que là, tu as comme le Dallas News, machin, puis qui vont publier des sites de fake news, là, qui vont dire nous avons vu que, je sais pas moi, l'administration Biden a mis la maison à Trump sous écoute, ou Obama est impliqué dans la tentative d'assassinat de Trump, des choses comme ça. Là. Puis ils vont publier ces articles-là. Puis là-dedans... Je sais un peu la partie là-dessus, puis ça m'a rappelé un souvenir, parce qu'il y a à peu près 20-25 ans de ça, il y avait des journaux papier qui publiaient ce genre de choses-là, mais c'était plus humoristique que réaliste. Et là, ça me rappelle cette époque-là où on achetait ça, puis on lisait ça le vendredi soir avec une bière, puis on riait parce que c'était tellement farfelu des choses. Puis finalement, tu te remarques que ça cycle, parce que à l'époque, il n'y avait pas de AI pour générer du contenu. Fait que c'est des vrais humains qui devaient générer ces histoires-là. Puis à un moment donné, c'est long à générer. Tu peux pas faire des piles de journaux, tout ça, mais on arrivait avec ces éléments-là. Fait que ce qui était plutôt humoristique il y a longtemps, qui justement parlait un peu genre la secoupe volante qui a fait prendre en feu des vaches dans un champ quelque part, des histoires comme ça,
qui étaient rassemblés, souvent plus cocasses qu'autre chose. Et là, c'est devenu comme vraiment dans des fermes de construction de fausses nouvelles. On est passé d'un monde humoristique à un univers sérieux et politiquement chargé. L'étape aussi, tu sais, en 2016, où c'était des jeunes en Macédonie qui avaient des sites web, mais eux autres, c'était juste pour faire de l'argent sur la pub. Là. Fait qu'ils écrivaient des articles qui savaient qu'ils allaient générer des clics, mais sans vraiment d'intention autre que de faire de l'argent. La partie que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est que ce réseau d'influence-là utilise aussi beaucoup les espaces commentaires de certains médias. Donc, il allait comme mettre des commentaires sous les articles. Puis aussi, par exemple, sur Reddit, où qui allait comme répondre aux questions, puis essayer de donner, mettre un peu de la viande là, sur ces histoires-là. Puis ensuite, à la fin, c'est repris par les médias d'État russes, par un écosystème aussi pro-russe occidental. D'ailleurs, je suis retombé sur des articles de journaux, de sites sur lesquels j'avais déjà couvert. En France, là, il y a comme un certain réseau de très pro-russe là, qui a certaines ramifications ici au Québec, mais beaucoup moins présent. Puis après ça, c'est repris par des politiciens, par un peu tout le monde, parce que là, tu l'entends à gauche, à droite, puis tu dis, ça doit être vrai que... c'est pour ça qu'un mensonge répété assez souvent devient de la vérité. Ouais. Mais c'est drôle que tu expliquais justement leur processus un peu de comment ils commencent par une stratégie puis qui escalade. Ça me faisait penser, il y avait un jeu, en fait, quand j'enseigne justement mon cours sur la désinfo, je fais jouer à mes étudiants le jeu qui s'appelle Get Bad News. C'est un peu, justement, ils reprennent ces grandes lignes de stratégie-là pour expliquer comment est-ce que la désinformation se propage. Puis c'est exactement ça, les stratégies aussi là, qui sont proposées dans le jeu, c'est de créer des faux comptes qui ont l'air légitimes, de propager avec des micro-influenceurs qui sont un peu achetés, d'éventuellement acheter de la légitimité en floodant assez les commentaires, etc., pour avoir la légitime, puis être éventuellement récupéré par une personne qui fait de la mésinformation à un certain point parce qu'elle pense que c'est réel puis elle propage une fausse information. Mais une fois que c'est rendu dans cet écosystème-là, ben, il est trop tard. C'est comme un virus, c'est lancé, c'est contaminé, puis ça prend tellement plus d'efforts combattre un mensonge que de le propager que ça rend la chose un peu difficile, justement. Interesting. Oui, puis c'est très intéressant que les technologies nous permettent à ce point-là ou facilitent à ce point-là le travail des malveillants qui est trouvé, puis que nous, encore une fois, un peu comme sur les statistiques pour les campagnes de sensibilisation, les gentils se retrouvent toujours de l'autre bord de la clôture à regarder puis à pas trop savoir quoi faire ou à agir de façon un peu limitée. Là. Je sais que H.D. Moore l'avait mentionné dans le début dans sa conférence de Keynote d'ailleurs, à quel point, comme industrie, finalement, on a un effet malheureusement plutôt limité sur la capacité d'arrêter ces attaquants-là. Donc, on se retrouve dans un contexte un peu comme on mentionne là, où les outils qu'on a développés pour supposément faciliter la communication sont rendus juste des outils majoritairement utilisés par des malveillants pour transmettre leurs informations et finalement détourner l'objectif. Mais il y aurait probablement quelque chose à faire. Mais si les plateformes avaient une volonté quelque de freiner ce genre de truc-là, ils le feraient. C'est juste que c'est des pages qui rapportent tellement des grandes audiences, tellement d'engagement, tellement de clics. Même sur les petits, dans le rapport, il dit plusieurs des comptes qu'on a trouvés dans ces réseaux-là ont été flagués, ont été rapportés aux plateformes, puis sont encore là. Il y a aussi un laisser-aller là, sur... Définitivement. Ils ne travaillent pas vraiment pour ce genre de choses-là. Puis c'est un problème qui est terrible jusqu'à temps que un peu de la même façon que les forces navales ont à une époque dit OK, la piraterie, ça arrête, puis ça l'a arrêté effectivement à ce moment-là. Tant qu'il y a une forme de tolérance face à cet état de choses-là, je pense qu'on va malheureusement continuer à vivre avec ces problèmes-là dans notre quotidien. Puis encore là, pour faire un lien avec ce qui était mentionné dans la conférence que vous avez vue au NORDSEC, les utilisateurs ne seront jamais capables de déceler ça à terme. En plus, j'imagine, ça dans le rapport, ça doit démontrer le degré de sophistication qui est rendu à la 5e ou 6e couche de transfert. Ce n'est plus possible de savoir d'aucune façon que ça l'origine
d'une source qui est inexacte ou qui était justement polluée pour arriver là. Oui. C'est impossible. Même nous qui avons une certaine connaissance là-dedans, on se ferait probablement flouer facilement par ces structures-là. Ça devient de plus en plus difficile. Et l'autre pendant à ça, puis le AI l'amène avec les deepfakes, c'est les gens n'ont même plus la capacité de croire qu'une image qui est vraie ou pas. Fait que si ça leur plaît pas, c'est un deepfake, un peu à la fake news comme Trump a popularisé. Et si ça fait leur affaire, ils sont d'accord. Donc, on est dans un contexte de chambre d'écho, désinformation, tous ces éléments réunis-là, on a un cocktail qui est comme, à mon sens, un peu épeurant. Puis on continue encore dans des nouvelles un peu... Écoutez ça tôt le matin quand vous êtes de bonne humeur, parce que si vous écoutez ça trop tard, un peu déprimé, c'est peut-être pas un bon moment sur le sens le sens que vous avez sur l'avenir de l'humanité. Là. Même si j'ai foi qu'on va aller quelque part, mais en tout cas, bref. Faut garder l'espoir. Faut garder l'espoir. Faut que quelqu'un se relève, se retrousse ses manches, fasse ce travail. Mentionné comme le temps de la piraterie, ça a été mis à terme de façon rapide et efficace, je crois par les Anglais. À ce moment-ci, il faudrait arriver avec une stratégie exactement comme celle-là, que les États du monde disent, OK, ben c'est fini. Il n'y en a plus de ça. On fait acte réel pour stopper ça. Mais bon, on n'est pas tout à fait là. Dans un contexte où la situation géopolitique, elle a déstabilisé jusqu'à temps que ça se restabilise vers un nouvel ordre mondial, si on veut. Je pense qu'on va continuer à recevoir des phishing puis de la désinformation plein le visage. Tu vas nous attirer les conspirationnistes à parler de nouvel ordre mondial comme ça? C'est un clin d'œil. Je savais ce genre de choses-là, mais en tout cas, bref. Cela étant, Sam, y a-tu d'autres choses sur cette analyse? Il y a plein d'autres choses, mais je pense que pour aujourd'hui, tu sais, je veux dire, tu vas pas nous déprimer plus, tu vas arrêter ça là, tu nous gardes ça pour une autre fois. Honnêtement, ça me déprime pas, là. Moi, ça me fait plaisir de parler de ça, là. Désolé. Mais, tu sais, je veux dire, il parle des liens avec Alexandre Dugin, il parle des liens avec le Internet Research Agency, l'ancien réseau de Prigogine. Ben, lui, il n'est plus de ce monde, là. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'autres détails dans le rapport, là, mais en tout cas, on laissera ça pour les gens. Ça pour une autre fois. Et justement, lui a vraiment joué avec les poignées de sa tombe, puis pour vrai. Pas juste de façon imagée, comme on se faisait à l'adolescence pour essayer de taquiner l'autre et lui faire pseudo-peur. Lui, ça a été réel, les conséquences de ses gestes. Catherine, Telegram aurait diffusé bon nombre d'informations sur ses utilisateurs, malgré qu'ils se sont drapés longtemps sur le fait qu'ils diffusaient rien. Oui, ben, tu sais, c'est un peu l'ironie de la chose, là, justement, où est-ce que pendant un moment, on sait que Telegram se vantait d'être un réseau supposément sécuritaire là, pour la plateforme du libre discours, le free speech à l'américaine un peu, là, qui est sans barème, sans contrôle. Et ben, il semblerait qu'il n'y a rien qui change un peu ton compas moral comme d'être en état d'arrestation en France. Parce que tout d'un coup, il semblerait que Telegram soit plus que willing de transférer des données sur la demande des autorités. Donc, on parle d'environ de 5000 requêtes provenant des États-Unis qui ont de différents gouvernements à travers le monde qui ont découlé environ les datas de 20 000 utilisateurs qui auraient été offertes de cette façon-là. Donc, c'est un effort là, de coopération de plusieurs gouvernements. La France, entre autres, qui était très généreuse sur ce nombre de requêtes. Il y en a quelques-unes qui venaient du gouvernement américain. On parle d'environ 500. Mais bref, beaucoup là, de demandes, surtout en lien avec la droite alternative extrême, des trucs en lien avec des deepfakes, potentiellement des liens dans des forums de discussion là, qui partageaient du contenu qui est illégal, voire avec des implications violentes. Bref, bon, c'est sûr que c'est toujours un peu là, la ligne entre la liberté d'expression, le droit à sa vie privée versus dire des choses dangereuses en ligne. Donc, je le dis un peu plus en mode c'est drôle parce que Telegram se vantait tellement d'être extraordinaire alors qu'on savait que dans les faits, c'est quelque chose qu'on critiquait beaucoup de Telegram, justement, ce faux sentiment de sécurité-là qu'ils donnaient à leurs utilisateurs. Je pense qu'on a un peu là, l'aboutissement de ces fausses promesses-là du fondateur. Que dans le fond, Telegram, c'était pas si sécuritaire que ça à la base. Sachant qu'il y a eu quand même des
des forums là, extrêmement problématiques là, de revenge porn, de torture, de trafic humain. C'est choquant que ça ait pris tout ce temps-là, en fait, éventuellement, pour que ce genre d'informations-là soit donné aux autorités. Mais bon, à voir la suite de qu'est-ce que ça va donner, ces informations-là. Ouais, ben, celle-là spécifiquement, mais en même temps, le dit individu, justement, était un peu arrogant et s'est fait attraper comme un débutant aussi. Il faut quand même le mentionner, que son obsèque est lamentable et qu'il y avait des photos du numéro de l'avion sur le compte Instagram de la fille qui fréquentait ou fréquente encore. Donc, il donnait une trace très, très claire de où il se dirigeait. Et donc, quand il est arrivé en France, en l'occurrence, il s'est fait accueillir par un comité auquel il était un peu surpris. Il s'est un peu débattu avec des paroles un peu à la des fake news, ainsi de suite. Et finalement, ben, je crois que les pressions les judiciaires ont eu raison de son acte de foi en la liberté d'expression et de laisser le foutoir prendre. Mais tu sais, juste pour réitérer qu'on parle, il y a quand même des choses très sordides là, qui se passaient sur Telegram. Un des cas qui m'avait particulièrement frappé, c'était le concept des Ant Rooms, qui était un scandale là, qui avait explosé en Corée du Sud, où est-ce qu'il y avait plusieurs, justement, salles de conversation sur Telegram qui avaient été ouvertes. Puis dans le fond, le but de ces salles-là, c'était de piéger des femmes et des jeunes filles. Donc, il y avait quand même 63 victimes, 26 mineurs, à se faussement se connecter, etc., pour vérifier s'il y avait des news, etc. Puis éventuellement, le but, c'était d'humilier ces jeunes filles-là, puis de les forcer à poster du contenu. Il y avait des deepfakes sexuels là-dessus. C'est absolument horrible comme scandale. Puis tout ça, mais ça avait lieu sur Telegram. Puis ça avait été très dur, là, la collaboration pour retrouver les gens qui étaient derrière ça éventuellement. Donc, pour moi, Telegram, c'est un peu une plateforme que je regarde de side-eye depuis justement là, ces événements-là, parce que définitivement, dans ce cas-ci, ça impliquait là, des jeunes filles mineures carrément, puis un gros réseau genre d'utilisateurs qui exploitaient cette plateforme-là pour faire des choses qui sont complètement sordides. Donc... Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est un des problèmes de la liberté d'expression absolue, comme elle est exprimée, comme Telegram l'a démontré là, qu'on voit énormément aux États-Unis aussi, où ils sont très forts sur ce genre de choses-là. Les dérapages sur les droits humains sont très rapides, mais très, 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 très rapides dans ces moments-là. Normalement, quand dans une société où on est dans la vraie vie, le groupe social s'autorégule pour que ce type de comportement-là s'aplanisse et ne soit pas là. Parce que dans des groupes comme numériques comme ça, comme Telegram est un bel exemple, cet aplanissement-là social ne vient pas contrôler le groupe et ces déviances-là prennent une expansion qui n'a aucun sens. Donc, c'est quand même important de se poser des questions fondamentales sur l'esprit humain et comment celui-ci doit être balisé malgré tout, même si on aimerait être dans un libre totalement. Je pense qu'on ne peut pas être libre totalement. Je pense qu'on doit vivre avec des contraintes certaines pour limiter des dérapages. Et quand mes libertés arrêtent à celle où commence la liberté de l'autre, donc dans un contexte comme celui-là, je peux être aussi libre que les gens qui m'entourent. Si je veux être vraiment libre, ben, je vais aller dans le bois tout seul. Sans réponse. Mais ça, c'est un peu la notion de contrat social. Mais oui, tu sais, il y avait, si tu parlais de nature humaine, c'était pas un groupe avec 3 utilisateurs là, qui étaient là-dessus. C'était 260 000 utilisateurs selon les derniers chiffres que j'avais lus. Fait qu'effectivement, il y avait des enjeux, il y avait des problèmes, il y avait des contextes. Puis peut-être que le free speech absolu, sans aucun regard au contrat social, pas idéal. So far, j'ai pas vu de place avec la liberté de free speech à ce sens-là qui a bien tourné. Il n'y a pas d'exemple positif à l'heure actuelle, donc l'expérience me tend à faire croire que c'est un mauvais plan en général et que l'humain n'est pas capable par lui-même de s'autoréguler dans un contexte avec peu de résistance, donc peu d'aspect social et de contrôle du groupe sur les individus de façon relativement anonyme par rapport à ça. Sam, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que tu traînes dans peut-être pas des places sordides comme celle-là, mais quand même dans des lieux un peu plus étranges que, en tout cas, moi, je ne côtoie pas, de par la nature de ton travail, bien sûr. Tu as un cover pour justifier de traîner dans des forums qui sont un peu plus difficiles de lecture pour certains. Ben, tu sais,
sur la question je pense que la notion de l'anonymat plutôt, sur le net qui vient un peu fausser la donne, là, fait que je pense que c'est le free speech plus l'anonymat, fait que c'est comme le free speech total sans aucune conséquence. Parce que si, je sais pas, je me promène en ville puis que je dis n'importe quoi, ça se peut que quelqu'un m'interpelle et me dise « Hey dude, c'est quoi ton problème? » Alors que là, il y a comme cette espèce de distance là, qui permet aux gens de faire des choses sans subir les conséquences directes. Je pense que là, c'est plus mais quand j'étais plus jeune, c'était la période des forums. T'sais. Puis il y avait tout le temps des gens qui disaient on part un nouveau forum parce qu'ici les modes sont trop sévères. Fait que là, ils partaient à nouveau qui était plus libre. Puis ça finissait en général un peu comme Lord of the Flies ou c'est comme les gens se mangeaient entre eux. Fait que c'était ça. Fait que c'est pas c'était vraiment des trucs très positifs quand il n'y avait aucune modération puis que justement là ça allait souvent à ce moment-là, c'est au plus fort la poche puis à celui qui est capable de gueuler le plus fort qui va s'assurer que les autres se taisent. Et j'avais lu aussi que c'est ça, après l'arrestation de Pavel Durov, que c'est ça, qui avait été un petit peu plus réceptif là, à répondre aux demandes des autorités. Ce qui est pas, c'est ça, comme une bonne idée. Tu parlais des trucs sordides, mais même juste, c'est comme une technologie qui est pratique aussi comme juste pour collecter des données que tu as volées avec ton InfoStealer. Là. Fait que tu as ton logiciel qui parle directement avec le bot de Telegram, puis tu peux automatiser plein de choses avec Telegram de façon assez simple. Ce que j'ai vu dans les forums, puis ça rend mon travail plus difficile, c'est que j'en ai vu disparaître plus rapidement. Il y a comme un genre de turnover plus rapide de certains des forums que je suivais sur Telegram. Fait que c'était un effet. C'est peut-être pour ça qu'ils sont rendus à la page numéro 6. Puis après ça, ils disent abonnez-vous tout de suite à notre page 7 au cas où que la 6 ça disparaisse. Puis là, fait que oui, j'ai l'impression qu'il y a un genre de turnover plus rapide là, dans les derniers mois. Là. Ce qui n'est pas mauvais, là, je veux dire, tout ce qui rend la vie plus difficile aux gens méchants, je ne suis pas nécessairement contre. Non, absolument. Je te rejoins complètement là-dessus. Puis on est dans un drôle d'univers. On revenait un peu sur les autres éléments. Ça serait le temps qu'il y ait un contrôle sérieux. Mais là encore, là, on revient toujours à l'équilibre entre la liberté d'expression, tout ça, puis c'est facile de tomber de l'autre côté. On le voit rapidement, on le voit, la dégradation aux États-Unis à l'heure actuelle, et ça prend pas grand-chose avant de rebasculer complètement de l'autre côté. Là. Donc, cet élément-là, fait que cet équilibre-là, elle est particulièrement difficile à maintenir et à conserver. C'est ce qui est dangereux, effectivement, parce que dans un univers où est-ce que, par exemple, certaines minorités ne sont plus tolérées, puis là, je pense qu'on s'enligne très rapidement vers ça aux États-Unis, là. Qu'est-ce que tu fais si tu as besoin de connecter avec ta communauté? Tu as besoin d'une plateforme sécuritaire et anonyme pour le faire. Mais si c'est illégal d'en jaser, qu'est-ce que tu fais? Si tu es dans un état où est-ce que c'est illégal d'avoir un avortement puis que tu as besoin de coordonner ça, où est-ce que... il y a comme cet enjeu-là de... C'est important d'avoir des plateformes pour connecter avec sa communauté. Comment est-ce qu'on fait pour conserver ces channels-là en limitant en même temps les trucs catastrophiques comme la Nentrum, comment est-ce qu'on le balance? C'est définitivement pas quelque chose que je pense qu'on va résoudre dans un podcast. C'est pas des gens avec des micros qui vont résoudre ça. Mais, tu sais, il y a de quoi où est-ce qu'on peut pas non plus juste dire comme, haha, des forums anonymes, ça devrait être non. Puis comme, fait qu'il y a comme, c'est difficile comme sujet parce que oui, on peut se réjouir de comme, c'est méchant, c'est vilain du web-là, qui font des choses qui contribuent pas là, au bien-être commun, tant mieux. Mais comment est-ce qu'on préserve aussi en même temps ces espaces-là pour les gens qui en ont besoin? Tu sais, je me rappelle, on avait lu un article, puis je sais qu'on en avait parlé, mais ça, c'était comme épisode 3 ou 4, là, c'était vraiment au tout début, un de nos premiers balados à moi puis Sam. Puis on jasait justement que les gens qui utilisaient principalement, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui utilisaient Tor, pas pour le dark web, commettre des crimes, etc., mais pour communiquer avec des gens dans un contexte de répression étatique, particulièrement justement les gens qui sont LGBTQ là, qui veulent communiquer, qui veulent rentrer en contact, qui veulent peut-être dater de façon sécuritaire, mais qui peuvent pas parce qu'ils vivent dans un pays où est-ce que c'est passible
de mort, ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, comme, il y a de quoi je sais pas, la balance, c'est pas évidente pour moi, là, à regarder là-dessus. Les humains ont toujours déployé de tout temps des moyens de communication alternatifs, pas au sens de la droite alternative, mais des moyens qui sont dissimulés pour passer des messages comme ça, où les communautés LGBTQ, à des époques où c'était la répression et qu'il n'y avait pas de technologie, avaient déployé des moyens de signaler, de communiquer qui étaient en dehors et que justement n'étaient pas, ou pouvaient échapper au contrôle de la force en place. Mhm. Donc, ça a toujours existé ces moyens-là. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on s'en va faire une disparition complète de ces moyens de communication-là, parce qu'il y a un problème endémique de criminalité, parce que c'est ça qui c'est en train de devenir aussi en même temps. Donc, de perdre beaucoup de choses au passage qui sont saines dans une société vivante dans laquelle il faut laisser la place à une certaine forme de rébellion, je dirais, une forme de révolte ou d'expression marginale des choses qui est non violente et dans le respect de la vie de l'autre et tout machin. Là. Mais de cet espace-là, on en a toujours eu de tous les temps et l'histoire nous montre que l'usage de ces moyens-là ont souvent amené à le tomber de systèmes qu'on appelle répressifs maintenant. Mais en même temps, l'histoire est toujours du côté des vainqueurs. Donc, on est du côté des vainqueurs. Le fait qu'il y a eu ces mouvements qui ont réussi, on est content que ça l'a mené à terme ces éléments-là. Mais je trouve important dans ça qu'il y ait toujours une porte de sortie, qu'on n'ait pas un cul-de-sac social et civilisationnel, si on veut, sur le fait qu'on bloque tout, qu'on surveille tout, que on est vraiment dans un contexte d'absolu énorme là, en ce sens-là. Et tant qu'à faire de ce genre de choses-là, on va aller sur une histoire que vous aimez beaucoup, le Signal Gate. Yeah. Part 3, let's go! Oui, Part 3, mais cette fois-ci, j'ai apporté un autre volet, puis ça va faire plaisir à Guillaume Ross, à qui ça achale beaucoup ce volet spécifiquement-là. Le dernier volet de l'histoire, peut-être dans le fond, c'est le deuxième réel, le troisième qu'on en parle, c'est le fait que Télémessage a été hacké de façon, somme toute, facile, c'est ce qui est déjà très épeurant en soi, qui était une plateforme cliente du réseau Signal qui permettait d'arriver à un certain niveau d'atteindre des objectifs de rétention de l'information comme les fonctionnaires américains et les personnes d'État américaines doivent se soumettre. Donc, tous les messages étaient enregistrés. Et cet élément-là est important, puis ça change un peu la réflexion sur la nature de ce système-là, Signal. Pas que Signal est un mauvais logiciel ou un mauvais protocole, c'est que c'est sa forme un peu plus distribuée de fonctionnement qui est mise en lumière ici. Et c'est-à-dire que la personne avec qui on communique, il faut qu'on lui fasse confiance qu'elle n'est pas Télémessage, pardon, ou un client bidon de l'autre côté de la communication. Parce que le contrôle n'est pas mis sur le serveur, le contrôle est mis sur le client. Fait que c'est les clients, et donc c'est ce qui assure aussi le fait que nos communications sont vraiment bien protégées, mais en même temps, on est un peu un acte de foi de s'assurer que la personne de l'autre côté du fil ou des ondes soit de confiance comme on pourrait espérer. À ce moment-ci, Signal n'a pas émis de communiqué précis par rapport à ça. On en parlait en ronde, puis là, je vais vous laisser vous poser des questions aussi, sur le fait, est-ce qu'on pourrait détecter un client comme celui-là? Je crois que ce serait souhaitable. Là, c'est de voir comment Signal va se positionner par rapport à ce genre de choses-là. Et s'il y a un moyen technique de le faire, je ne sais pas si on est, parce que ça pourrait être simulable, qu'on soit un vrai client, ça, fait que je ne sais pas, par rapport à ce genre de choses. Moi, une des choses qui me surprend, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu du moins de ce que j'ai vu, de communication officielle de Signal qui réalise que ce genre d'application-là est effectivement un énorme enjeu au modèle là, de confiance qui est associé à Signal, puis qu'il n'y a pas on est en train de réfléchir à une solution, qu'il n'y a rien de ça qui a été communiqué encore. Ça me choque un peu parce qu'il me semble que d'habitude, Signal sont quand même très proactifs dans la communauté, puis le fait que c'est un peu tenu sous silence, est-ce que SI est au courant de l'ampleur de ce genre de plateforme-là? Est-ce qu'il y a d'autres outils qui existent comme ça? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Tu sais, c'est quoi les chances que quelqu'un ait une application Signal trafiquée, qu'à la limite, cette personne-là pense qu'elle est sur une application légitime, donc on lui fait confiance
parce que la personne elle-même pense que c'est la bonne application, puis finalement, c'est une fausse application de Signal qui serait téléchargeable. Je sais pas, ça m'inquiète un peu cette situation-là, puis cette absence de communication-là de l'application. Moi, je trouve ça que c'est effectivement très préoccupant, mais il y a un certain désintérêt de la corporation à ça. Plusieurs points ont été soulevés sur les clients pour le iPad puis les ordinateurs de Signal qui n'ont pas le même degré de protection que le client sur les téléphones, notamment par le fait que le contenu n'est pas chiffré sur les appareils. Donc, si quelqu'un a installé un Signal sur son ordinateur, comme ce qui a été le cas dans les gars de Signalgate, ils ont littéralement copié sur un ordinateur fédéral sur lequel il y avait la communication, il a pris le texte et le copié dans le Signal. C'est ce qu'il a fait. Donc, il y avait l'application lourde sur son poste qu'il a utilisé. Jusqu'à tout récemment, ce n'était pas super bien protégé. Il y a eu quelques modifications qui ont été effectuées, mais la réponse de Signal a toujours été « c'est pas notre problème, on ne gère pas la plateforme ». Puis ce qui est un peu décevant comme réponse dans le concept où toute la sécurité de la plateforme réside sur le fait que c'est le client qui porte les clés, c'est le client qui porte tout. La preuve, quand on installe un nouveau client sur notre téléphone, tous nos contacts sont informés qu'on a changé de téléphone, puisque c'est une nouvelle clé de chiffrement qui vient de s'activer. Donc, c'est un nouveau cycle de sécurité qui vient d'embarquer à ce moment-là. Donc, on est vraiment dans une réflexion comme celle-là. Fait que je suis un peu étonné de cette indifférence par rapport à ce que la plateforme devrait être autoportante, à mon avis, et au moins stipulée quand on fait affaire avec quelqu'un qui a la version ordinateur d'installer, qui a une version autre non officielle, comme télémessage. Je suis sûr qu'il y en a d'autres aussi. On parle de celle-là. Il a été publicisé parce qu'il y a eu un échec flagrant, mais c'est très probable qu'il y ait d'autres clients comme ça qui existent à l'heure actuelle, puisque le code source est disponible. Ouais. C'est ça qui permet ça. À quel point ça serait difficile pour la plateforme de simplement mettre un message « Attention, la personne avec qui vous communiquez est présentement sur desktop ». Je ne sais pas quel le niveau de difficulté. Au niveau desktop, je ne pense pas que ce serait très difficile puisque la version principale, jusqu'à tout récemment, je ne sais pas si avec les nicknames, ils ont changé ça, mais jusqu'à tout récemment, du moins, quand c'était le numéro de téléphone qui était l'identifiant principal, il fallait absolument l'installer sur un téléphone pour que c'était vraiment l'élément porteur était le téléphone. Je pense que c'est encore ça. C'est encore ça. Et l'ordinateur n'est un client secondaire. Donc, incidemment, on vient l'attacher à notre compte à partir de l'appareil principal. Donc, l'appareil principal demeure toujours l'appareil principal, en l'occurrence. Donc, c'est facile de savoir. Donc, ça serait visible facilement par le protocole, partout, que j'ai lié mon desktop, que j'ai lié mon ordinateur avec le client Signal. Et donc, dès lors, ça pourrait signaler aux autres personnes que moi, je suis une personne avec un usage de cette nature-là. Et après ça, ça devient un choix à savoir est-ce que vous me faites suffisamment confiance pour avoir un obsèque qui a du sens avec mon ordinateur ou je suis comme les d'autres qui invitent des journalistes dans leur conversation un peu de façon négligente et qui partagent des secrets d'État. Donc, moi, je pense qu'il faut normaliser cette pratique-là. Je pense qu'il faut l'encourager. Oui. Inviter les journalistes dans vos chats secrets, c'est important. Mais tu as raison parce qu'il y a aussi la notion de modèle de risque là, qu'on revient souvent. Tu sais, mettons, je suis en train de te parler de mon week-end en Nortec sur Signal, on te chatte casually, je m'en fous de tout ça sur le desktop, là, je suis en train de rien dire de crucial. Si je suis en train de faire un lançage d'alerte que ma vie pourrait être comme mise en jeu par les divulgations que je veux faire, peut-être que c'est un peu plus important de savoir c'est quoi ta protection puis c'est quoi ton modèle de risque à toi aussi. Fait que définitivement, je trouve que c'est un gros échec là, à ce niveau-là de la plateforme. C'est rare qu'on parle de Signal de façon négative, je me sens bizarre de faire ça, mais je suis un peu déçue. Ben, par exemple, là, hier, le groupe, là, on enregistre le 20 mai, mais le 19 mai, le groupe Distributed Denial of Secrets, qui est un groupe que j'aime d'amour, a publié 410 gigs de données extraites de télémessages. Donc, qui inclut des messages, qui inclut des métadonnées sur des messages. Donc, si, par exemple, tu étais justement le lanceur d'alerte qui communiquait avec quelqu'un en pensant, écoute, c'est chiffré de bout en bout, c'est full secure, blablabla, puis là, tu te retrouves dans ce leak-là, t'es pas content, là. C'est un peu fâchant. Ouais.
Énormément, puis ça rappelle, puis on revient toujours à ça, c'est son obsèque, son modèle de risque, comment c'est fait. La plateforme Signal elle-même, elle est très sécuritaire. Ça, c'est démontré sans équivoque. Le problème, c'est qu'on fait reposer sur les personnes la gestion du risque et les décisions qui vont avec ça. Les secrétaires d'État aux États-Unis ont clairement démontré qu'eux ont une habileté réduite à comprendre cette façon de fonctionner-là du risque. Clairement, notamment en invitant un journaliste, tu vois que ils n'ont pas mesuré tout à fait la situation correctement. Ça, de un. Puis la deuxième, télémessages qui permettent l'usage de ça sans vérification légitime par les services de renseignement américains et tout, ce qui aurait dû précéder l'acquisition et l'usage d'une plateforme comme celle-là. Pour s'assurer au minimum que ça prend pas 15 minutes à hacker la plateforme, là. C'est quasi honteux, là. C'est comme, ça a juste aucun sens. C'est gênant, là, que ça a pris 15 minutes. Mais bref, que eux se fassent. Fait que là, on est dans un contexte, puis il va falloir, puis ça fait aussi partie de mon discours au plus grand public, c'est d'amener les gens à faire une forme de gestion de risque, d'analyse de risque rapide, pas quelque chose de complet comme on fait en entreprise, mais au moins qu'on mesure cet élément-là, qu'on comprenne à quoi qu'on s'expose. Parce que clairement, l'humain en général, on n'est pas habitué à faire ça. Quand on commence à aborder ces questions-là de gestion de son risque, les gens deviennent rapidement inconfortables, mélangent les concepts, puis ils savent pas trop comment naviguer là-dedans. Fait que clairement, on a un manque très grand là-dedans. Et Signal, à ce moment-là, puis moi, ça demeure une plateforme comme ça. Je suis d'accord avec le point de Guillaume, c'est vrai, on devrait pas, puis tout ça. Mais à la limite, moi, les informations que je communique, qui sont plus secrètes, si on veut, dans Signal, sont avec des gens avec qui j'ai confiance que de l'autre côté, ça va fonctionner. Fait que si je me fais trahir par l'autre personne, là, à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Le protocole ne changera pas la trahison qui a eu lieu, mais il demeure qu'au moins, je suis sûr que la personne va faire un minimum attention à l'information qu'elle dispose, puis c'est souvent comme ça. Puis de façon très amusante, parce que j'impose l'usage de Signal autour de moi, là, parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs endroits où j'ai travaillé, où j'ai imposé l'usage de Signal avec notamment ma ligne de gestion et des choses comme ça. Et ceux qui y ont vraiment adhéré, qui ont compris le principe, l'utilisent encore maintenant. Et ceux qui ne l'adhèrent pas vraiment, ils s'en sont débarrassés dès que je n'étais plus dans la ligne de gestion, ils se sont débarrassés de Signal. À ce moment-là, qui n'ont pas vu l'intérêt de continuer ou d'utiliser une plateforme sécuritaire de communication de façon large. Puis ça l'amène de l'autre côté, puis on parlait de Telegram, par exemple, de l'autre côté, c'est que si tout le monde utilise Signal, je ne deviens plus une exception, donc ça ne devient plus que j'ai quelque chose à cacher, mais ça devient le fait que je veux protéger au minimum mes communications à un niveau qui est défini et je ne cherche pas nécessairement à faire des affaires préparer une révolution, des choses comme ça, c'est loin de moi. Mais j'aime ça avoir l'idée que c'est pas tout le monde qui regarde aller mes communications parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Puis dans bien des cas, parce que j'utilise aussi beaucoup en gestion de crise des éléments comme ça, quand on arrive dans des contextes de gestion de crise, là, il faut s'assurer que toutes nos personnes sont en dehors du réseau puis centre de communication sécurisé. Ce qui nous ramène dans un contexte où c'est assez essentiel d'avoir des outils comme ceux-là à notre disposition. Fait que pas juste qu'ils l'ont échappé la balle, là, c'est effectivement ça, Catherine, je te rejoins, je comprends pas. Mais en même temps, je sais qu'ils prennent toujours beaucoup de temps avant de répondre. Okay. Puis ça peut être un cas comme ça parce que jusqu'à présent, ce que j'ai vu, ils vont amener la solution quand ils vont en communiquer. C'est ce que j'ai vu jusqu'à présent. La stratégie de com ressemble à ça avec Signal. Fait que quand ils vont annoncer, c'est hey, dorénavant, on a fait un update sur le client. Vous allez savoir si c'est pas un client légitime. Vous allez savoir c'est qui est à l'autre bout de la ligne. C'est peut-être la stratégie dans laquelle ils vont faire un communiqué standard. C'est mon souhait. Ça ne veut plus. Souhaitons que ça aille dans cette direction-là comme élément. Là. À suivre donc pour une 4e partie de la Single Gate Situation. Okay. Mais en même temps, ça l'a mis Signal sur la carte, sur plein des gens. Il y a même plein de gens qui connaissent ça maintenant. Mes parents savent que ça existe. Fait que c'est déjà une avancée importante sur la sensibilisation sociale. C'est peut-être ça qu'il faut faire pour nos campagnes de phishing et des choses comme ça. C'est de créer un scandale. Phishing Gate. Puis là, ça y est, tout le monde va être sensibilisé au phishing du jour au lendemain. Puis mes parents vont dire tu savais qu'il y a du phishing sur Internet? Hey, c'est dangereux, ces affaires-là. L'affaire, c'est que je sais que la plupart du temps, on dit que toute la publicité est bonne publicité, mais
pour le cas d'une messagerie encryptée, un scandale de data leak, même si c'est pas tout à fait 100% de leur faute, je suis pas sûre que ça soit la meilleure des publicités. Voilà, l'absence de persistance du scandale, je pense qu'à part nous qui en parlons encore, on est plus comme dans l'écho lointain là, de ce que le grand public a entendu là, par rapport à cet élément-là. On va terminer sur une petite nouvelle un peu plus légère. C'est le Chicago Sun a fait un impair qui est tout à fait farfelu. Moi, je suis outré parce que c'est la fainéantise ultime, mais bon, bref. Catherine, je vais te laisser en parler. Ce genre de nouvelles-là me font toujours un peu rire parce que c'est des choses que je vis avec mes étudiants aussi en corrigeant les travaux de session. Mais dans ce cas-ci, c'est effectivement le Chicago Sun-Times qui a un peu genre généré une liste de livres à lire pour cet été. Et bien entendu, cette liste était de toute évidence générée par l'IA parce que certains des titres n'existaient simplement pas. Ils sont en fait des hallucinations de l'IA. Puis ça me fait particulièrement rire parce que je pense que c'est quelque chose que les gens réalisent pas, que faire une recherche sur Google puis faire une recherche sur ChatGPT, c'est pas la même chose. ChatGPT fait juste répondre des mots qui font statistiquement du sens ensemble, pas qui sont nécessairement vrais. Puis c'est un cas qui m'est arrivé dans ma correction. C'était une couple de sessions, puis c'est toujours un peu l'histoire que je raconte à mes étudiants pour leur faire comprendre de peut-être pas faire ces choses-là. C'est que, clairement, un étudiant voulait se trouver smart, puis s'était dit que c'est une bonne idée de citer l'enseignante dans son travail de session, c'est comme se scorer des petits points en flattant le correcteur dans le sens du poil. Et au lieu d'aller juste chercher une citation dans mon livre, dans le livre, en fait, que, tu sais, on a coécrit sa mémoire, entre autres, et a demandé à ChatGPT de lui sortir une citation de Catherine Dupont-Gagnon, auteur, blablabla, dans le contexte de son essai qu'il avait besoin de préparer pour le cours. Et que ne fut pas ma surprise d'apprendre que j'avais écrit un livre qui n'existait pas du tout, avec une citation qui n'était pas... Je veux dire, c'était pas complètement le farfelu, la citation, mais c'était clairement un peu moi qui avais dit ça. Bref, vous pouvez pas faire confiance aveuglément au contenu qui est généré, puis quelle paresse du journal de même pas avoir validé, en fait, que les livres existaient. Ça me choque un peu. Ouais, beaucoup. C'est l'ultime fainéantise. Puis on en parlait en pre-show, on va utiliser, c'est un accélérateur. Les AI, c'est un très bon accélérateur. Donc, si on aurait une présentation à faire ou un article à écrire qui nous aurait pris 5 jours, ça va nous en prendre 3 à écrire. Donc, on économise quand même 2 jours. Et on prend même pas le temps de faire la vérification minimale, même si on a sauvé 2 jours. Fait qu'on on est paresseux au point où tant pis, j'abandonne tout. Bye. C'est pas de lecture, c'est tout à fait terrible, puis j'en vois beaucoup aussi dans d'autres circonstances. Tu vois, les textes courriels, tu vois clairement la personne n'a pas relu le texte qui a été généré. Pas qu'il y a des aberrations majeures, mais il y a des façons d'écrire, il y a des tournures de phrases, il y a des façons d'exprimer qui sont clairement mécaniques et on s'en rend compte, puis au-delà des hallucinations. Puis encore là, puis ça aussi, puis j'ai bien aimé que tu amènes le point que c'est pas une recherche Google. Quand j'étais allé présenter à Aix plus tôt cette année, j'ai eu la chance de parler à des universitaires, des professeurs, des gens qui, somme toute, sont assez brillants. Et ce que j'ai entendu sur les AI m'a sidéré. À quel point, même ces gens-là, qui ont un niveau d'éveil très grand sur la connaissance, ne savent pas faire la différence entre je pose une question à ChatGPT, j'ai une réponse, et je cherche dans Google et j'obtiens une réponse. Pour eux, c'est exactement la même chose, quand dans les faits, mécaniquement, et tu l'as dit, c'est un enchaînement statistique quand c'est ChatGPT. Et quand Google, il va sortir dans un index, comme il va chercher un livre, puis il te sort le livre, puis il te donne le livre. Donc, c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes choses, c'est vraiment pas pareil. C'est de moins en moins vrai parce que ce qui est en haut de la page maintenant, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'il y a une façon de désactiver ce mode-là. Il m'énerve tellement. Puis il est un peu inexact aussi, au même titre que les mêmes hallucinations qu'on va retrouver dans les choses générées. Ce texte-là a les mêmes problèmes que ce qu'on peut avoir, exception faite qu'il va prendre, de ce que j'ai pu comprendre, il va prendre les 5-6 premières choses, il va comme faire un pseudo-résumé, ce qui donne un résultat qui est
toujours, en mon sens, un peu off par rapport à la vraie réponse que je cherche. Peut-être parce que je pose pas une bonne question, mais encore cliquer sur le vrai lien me donne une réponse satisfaisante. Puis le mode Gemini en entrée, Ouais. non. Parce qu'il faut savoir aussi, tu sais, ces algorithmes-là sont pas non plus insensibles à la manipulation. Si on parlait d'un mensonge répété assez souvent qui devient la vérité, un de mes cas préférés à raconter sur l'IA, c'était un cas où est-ce que, de mémoire, c'était Bing qui était entraîné. Puis dans le fond, ce qui s'était passé, c'est que tout d'un coup, il y avait eu accès à la base de données de Reddit pour entraîner sur des réponses plus humaines. Puis le temps d'un après-midi, en fait, ce qui se passait, c'est que l'outil de réponse d'IA était convaincu que l'Australie n'était pas un pays réel. Puis la base de ça, c'est qu'il y a une joke ongoing depuis des années sur Reddit, que chaque fois qu'il y a un truc un peu funny là, qui se passe en Australie avec les araignées géantes, les kangourous qui sont juste absolument des créatures fantastiques et weird, ben les gens commentent, c'est pas vrai que c'est un vrai pays, ce pays-là, voyons donc. Mais l'affaire, c'est que nous, entre humains, on sait que c'est des blagues, on sait que c'est du 2e degré, qu'on est tous comme « wow », voir que c'est vrai, tu sais. Fait qu'on blague que c'est faux, mais l'IA, il est pas capable de déceler l'humour puis la satire. Donc, il a pris pour du cash que ça a tellement été dit souvent, l'Australie est pas un vrai pays, que la réponse était que l'Australie n'existait pas. Fait que n'importe quelle question qui était posée par rapport à l'Australie, la réponse était c'est pas vrai, là, ça n'existe pas, l'Australie. Fait qu'on peut pas faire confiance aux réponses de l'IA. C'est stupide, un IA. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste des modèles statistiques. Oui, c'est ce qui est fascinant, que les gens commencent à croire que c'est vrai. Et c'est encore plus épeurant avec les modèles réflexifs, parce que quand tu vois sa réflexion, tu as vraiment l'impression qu'il y a une pensée qui est alignée, qui descend, quand ce n'est que du modèle prédictif qui fait juste cycler sur lui-même. Fait que c'est comme ça, mais ça donne une fausse impression d'intelligence et de réflexivité, qu'en fait, il n'y en a pas au sens propre, au sens humain, ça n'existe pas encore, du moins, ce genre de choses-là. J'aime bien d'amener la chose de pollution. Je suis en train de lire un livre en papier. C'est de l'ingérence géopolitique russe. Et notamment, il commence à aborder ces sujets-là de comment c'est un peu comme, Sam, tu parlais de ton article tantôt, ces fermes-là de nouvelles servent dans les réseaux sociaux, mais aussi servent à entraîner par erreur les AI. Donc, les Russes sont en train de polluer les différents AI qu'on a, au-delà de la blague qui n'est pas capable de comprendre que l'Australie comme ça, mais il y a une volonté réelle de la part des Russes à polluer ces éléments-là et donc de nous amener vers ailleurs. Et comme je voyais des universitaires croire dur comme faire ce qui sortait du AI, on est comme dans un cercle où on est un peu encore doomed. Non, mais... Et finalement, on va lire des livres, on va essayer d'acheter des livres qui n'existent pas. Fait qu'Amazon va écrire des faux livres pour répondre à cette requête-là. Parce que les faux livres écrits par l'IA, c'est déjà une chose. Au passage, it's a real thing. Des livres qui sont écrits intégralement, self-published, publiés par l'IA, horrible. Non, mais ça va. Mais là, comme il y a eu une fausse histoire de créer, le monde va la chercher dans Amazon. Amazon ne la trouve pas, va créer le livre pour répondre à la requête. Donc, ça va devenir créer la boucle. Donc, ça ne deviendrait plus un faux livre, mais ça va devenir un vrai livre qui a été créé en réaction parce que c'était une fausse suggestion. Mais ton histoire d'entraîner là, sur les réseaux là, de désinformation russe, etc., ça fait penser à l'IA de Microsoft qui avait été entraîné sur Twitter, puis ça l'avait pris 24 heures pour qu'il devienne un adi. Je sais pas, c'était Ty, le chatbot. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. En 2016, là, un truc comme... À l'époque où est-ce que Twitter est encore Twitter, mais avait quand même des problèmes de modération. Et ça avait pas pris longtemps là, que l'IA commence à tweeter des choses complètement out there puis insane parce que il avait digéré le contenu sur Twitter puis ben il y avait assez de boîtes sur Twitter pour que ça l'influence le comportement de l'IA à ce point-là rapidement. Tu peux pas laisser un esprit pur et comme ça aller sur Twitter, même dans ces années-là, sans risque que les gens qui sont dessus se sont littéralement amusés à la faire capoter, ce qui a donné l'effet qu'on a connu. On peut pas laisser un AI apprendre en continu sur maintenant X. Même Twitter à l'époque, c'était pas mieux parce que les gens vont s'amuser à faire des conneries pour la tester, puis ils vont le briser automatiquement. C'est inévitable. Et on parlait de genre liberté ultime d'expression, ces affaires-là. Ben, on est exactement encore en train de revenir. On peut pas laisser
ça, puis bref, on est en train d'expérimenter avec des choses, c'est un peu bizarre, puis j'ai hâte de voir les résultats. Je vais peut-être faire comme ça, m'acheter une cabane dans une zone reculée du Québec. Est-ce que tu as peur qu'on approche du point de singularité? Ou... Peut-être, ou de commencer à avoir un élevage de brebis. Puis, de poules, comme ça me pourra donner des conseils. Des poules? Ah, c'est déjà un début. Des brebis, des poules, un petit jardin. De la géothermie pour faire une serre à l'année, là, pour avoir des légumes, des fruits et légumes à l'année. Là. Bref. L'apocalypse avec Polysécurité. On est rendu là, puis bon, bref. On verra en prepper, ça y est, c'est le prochain épisode, c'est comment préparer sa cabane dans le pop pour survivre à la singularité. Ouais, ben c'est ça, on va être embarqué dans du survivalisme la prochaine fois. Ouais. Sur ça, je vais conclure ça là. Hein? Je pense qu'on va arrêter cette discussion-là. Du moins, c'est ce qu'on enregistre. Je vous remercie tous les deux. C'est vraiment toujours très chouette. On se rend toujours dans des discussions qui sont complètement déjantées sur des sujets inattendus. Et comme de toute façon, j'explique régulièrement que je commence à enregistrer mes podcasts, je sais où ça part, je sais jamais où ça se termine.